Ça veut dire certainement que V epsilon est borné dans L infini en X, L infini en Y, à valeur dans W1 infini en X. Cette équation, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit en particulier que le dV sur dy, qui est en valeur absolue, qui est majoré par ça, ben, il se comporte comme la dérivée de quelque chose de borné. Et donc, on s'attend à ce que dV epsilon sur dy soit dans L infini en Y à valeur la dérivée d'une fonction dans L infini, W moins 1 infini X. OK? En d'autres termes, V epsilon, grâce à l'équation, devrait être dans W1 infini en Y à valeur dans W moins 1 infini X. Okay? Donc pensez fonction continue ou à l'infini, c'est la même chose. À ce niveau d'imprécision, on n'est pas à ça près. W1 infini ou C1, c'est la même chose. Donc maintenant, je fais de l'interpolation, c'est-à-dire que je prends l'espace qui est à la moitié dans la chaîne d'espaces reliant ces deux espaces, par exemple les espaces de Hölder. Donc c'est une intuition. Eh bien, vous en déduisez que V epsilon va être dans C1,5, moitié entre 0 et 1 en Y, moitié entre 1 et moins 1, ça fait C en X. Et vous avez un coefficient d'Hölder en Y. Bon, ce n'est pas entièrement convaincant comme démonstration, et c'est d'ailleurs complètement faux, parce qu'on ne peut pas interpoler dans les espaces de Hölder, donc bon. À ces petits détails près, ça nous donne une assez bonne idée. Alors, on le fait à la main. Et quand on est dans des espaces, quand on a des bonnes propriétés, quand ça marche, ces bonnes propriétés d'interpolation dans les espaces de Hölder, on s'en tire toujours par le même genre de technique. Alors, donc, je vais maintenant oublier le epsilon pour ne pas m'embêter trop. Et je vais regarder, je vais travailler avec V étoile rho delta, une convolution en X. Donc je vais écrire les choses, c'est-à-dire intégrale. Non, je ne devrais pas écrire les choses. On ne va plus rien y voir. Donc je fais une convolution en X avec un noyau de régularisation qui est toujours, on est ici en dimension 1, 1 sur delta de rho de point sur delta, où rho est positif ou nul, ça c'est important là. En général, ce n'est pas grave. L'intégrale de rho est égale à 1. Rho est C infini à support compact. Et le support de rho, par exemple, est normalisé pour être dans moins 1 plus 1. Donc, c'est une fonction qui régularise. C'est un noyau régularisant de convolution typique. Bien. J'applique ce noyau de convolution à l'équation. Epsilon f, c'est majoré par c fois epsilon. Donc celui-là, pas de problème. Epsilon v, il est majoré par tout ce qu'on veut. J'en déduis donc que gradient v epsilon convolé avec rho delta moins aij dij v convolé avec rho delta. Je ne sais pas pourquoi tout à coup je mets des dij, je ne sais pas ce qui me prend. A vxx, allez, convolé avec rho delta, eh bien j'en déduis que ceci est majoré par C. Alors, c'est quoi cette expression? C'est A fois l'intégrale par rapport à x', où je vais mettre ici le x moins x', vxx en x moins x', rho delta de x', dx'. Qu'est-ce que je fais?
Ben, je vais intégrer par partie. Intégrer par partie, ça veut dire qu'une dérivée va taper sur le A ou une dérivée va taper sur le rho delta. Une fois qu'une des dérivées porte sur les deux autres termes, je reste avec Vx qui est borné. C'est la première estimation que l'on a obtenue. Si je tape sur le A est régulière, borné, intégrale de rho delta vaut 1, c'est borné. En revanche, si je tape sur le rho delta, A borné, Vx borné, la dérivée en x de rho delta, ben ça me crée un 1 sur le delta supplémentaire. Et bien entendu, ce que je trouve, donc, c'est que gradient V, et j'oublie le epsilon, étoile rho delta, est majoré par C plus C sur delta. Et ça provient de cette dérivation. Et ça, si vous voulez, tout à l'heure, il y avait un W moins 1 infini. Le C sur delta, c'est le moins 1. C'est exactement la même chose. Ensuite, un produit de convolution, c'est une moyenne. Gradient V, epsilon, gradient V, il est certainement majoré par, il majeure certainement le gradient en Y. Oui, parce que je n'ai pas dit de Y dans combien il avait de dimensions, autant que j'en ai revu. Donc, ceci, déjà, c'est supérieur ou égal au gradient par rapport à Y en V étoile rho delta. Je jette le reste, puisque de toute façon, le reste, je sais déjà que c'est borné. Et puis ça, un produit de convolution, c'est une opération, c'est une espérance. Donc, l'inégalité de Jensen, ou simplement dire qu'une valeur absolue, l'intégrale d'une valeur absolue, c'est plus grand que la valeur absolue de l'intégrale, me dit que ceci est supérieur à la valeur absolue de gradient Y de V, enfin, quand je dis valeur absolue, c'est vraiment la norme, de V étoile rho delta. Ça, c'est l'intégrale d'une norme, et ça, c'est la norme de l'intégrale. Bon, ben, vous avez cette même comparaison. Donc, résultat des courses. V étoile rho delta en XY1 moins V étoile rho delta en XY2. Je gèle X, j'ai une majoration partout du gradient. Et donc, vous voyez que cette différence est majorée par C sur delta. Delta est toujours destiné à être petit, donc je prends delta compris entre 0 et 1. Donc, c'est C sur delta qui l'emporte, fois Y1 moins Y2. Maintenant, je fais une convolution en X et je sais que V est lipschitien en X. Donc, je sais que V moins V étoile rho delta en norme du sup est majoré par C fois delta. Ça, c'est quart dV sur dx, c'est borné. À nouveau, c'est la définition même du produit de convolution, de la régularisation par convolution, parce que dans la régularisation par convolution, vous regardez des valeurs x moins x' de V, où tous les x' sont à distance au plus delta de x. Et donc, si c'est au plus delta, comme c'est lipschitien, ben, le résultat, il diffère d'au plus c fois delta, où c'est la constante de Lipschitz uniforme. Et donc, conclusion, vous en déduisez que V de xy1 moins V de xy2 se majore par C sur delta y1 moins y2 plus C fois delta. Parce que chacun de ces termes, lorsque je remplace V étoile rho delta par V, est une erreur qui est d'ordre C fois delta.
Donc ça, c'est la première erreur, c'est le W-1 infini. Et ça, c'est le W1 infini qui me donne la deuxième erreur. J'ai donc une inégalité maintenant qui est valable pour tout x, pour tout y1, tout y2, en tout cas y1 moins y2 inférieur à 1. Si la différence est grande, on s'en moque. Et j'ai cette inégalité pour tout delta. Et le delta que je choisis, eh bien, c'est la racine carrée de y1 moins y2. C'est le meilleur possible. C'est celui qui donne la même taille aux deux termes. C'est l'infimum par rapport à delta. Eh bien, les deux termes, bien entendu, vous donnent une contribution eulérienne. Voilà, donc on récupère, grâce à l'équation et grâce à la première information, on récupère le fait que si ça dégénère complètement dans un paquet de directions et que dans les autres directions, on est dans une situation précédemment traitée, ça marche encore. Et c'est pourtant violemment anisotrope. Alors on aurait envie de dire, est-ce qu'il reste des choses? Oh oui, parce que quand vous commencez à faire la zoologie de matrices, de fonctions matricielles, la manière dont ça peut dégénérer, peut bouger d'un point à l'autre, il faudrait pouvoir localiser. Enfin, près d'un point, on peut avoir ce tableau, près d'un autre point, cela pourrait être des directions complètement différentes, des directions et un nombre de directions complètement différents. Donc déjà, il faudrait pouvoir localiser cet argument, ce qui est à moitié possible. Il y a quelques petits problèmes techniques, il faut des hypothèses un peu supplémentaires. Mais de toute façon, il en restera, parce que même si on fait du patchwork, on n'aura pas le cas général comme ça. Une matrice, des fonctions matricielles, c'est beaucoup plus général que des exemples comme ceci, même à valeur positive ou nulle. En tout cas, c'est fortement indicatif du fait que ça doit être vrai en général. Mais il y a un saut technique que je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas comment on peut atteindre ça. C'est quand même une question très très simple en termes d'équations quasi-linéaires. Il est quand même difficile de poser une question plus simple que ça avec des équations dégénérées, et on ne sait pas faire. On pourrait se dire, bon, on s'en fout. C'est vrai, mais avec ce genre de raisonnement, on se fout de tout et on change de boulot. En fait, si on nommait l'attitude nihiliste, si on met de côté l'attitude nihiliste, ce problème-là, je suis absolument convaincu que si on savait mettre en place de nouvelles méthodes pour obtenir comme ça des résultats d'équicontinuité, ça servirait à plein d'endroits. Parce qu'on rencontre des difficultés du même type dans d'autres questions. J'ai signalé, par exemple, les problèmes d'homogénéisation liés à la courbure moyenne. Je suis absolument convaincu qu'il y a un lien très fort. Parce qu'au fond, la courbure, un mouvement par courbure moyenne, c'est quand même typiquement une situation comme ceci, dans lequel ici vous avez n-1 dimension, vous avez un Laplacien dans n-1 dimension, à part que ces n-1 dimensions, ce sont les directions, ce sont les directions qui sont orthogonales au gradient. Donc ça dépend du gradient, ça bouge avec la fonction, mais c'est exactement de ce tonneau-là. En dimension 2, ici, le x, c'est la direction du gradient, et le y, c'est la direction orthogonale du gradient. C'est le contraire. Bon, enfin, peu importe. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Le x, c'est la direction orthogonale au gradient, et le y, c'est la direction du gradient. Bon, donc, ça ne veut pas dire que c'est gagné pour la courbure moyenne. Il y a vraiment beaucoup de questions qui subsistent pour comprendre, par exemple, l'homogénéisation de propagation de front par courbure moyenne avec des vitesses qui oscillent, ou dans un milieu oscillant. C'est la cape, c'est pas Harry Potter, mais c'est tout juste, c'est à peu près la même chose, c'est la fameuse cape d'invisibilité, the cloak. Bon, il y a des trucs qui sont faits, ça marche,
c'est pas que dans Harry Potter. Effectivement, ça marche, mais il faut des conditions. Donc, il y a des photos assez amusantes. Hein. Il y a quelqu'un, il y a une voiture derrière, et ce qu'on voit, c'est la voiture derrière, on ne voit pas la personne. Donc, c'est parce qu'il y a un manteau particulier. Alors, mais ce n'est pas stable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être de face. Si on commence un peu à bouger, on va le voir, quoi. Donc, ce n'est pas terrible quand même. Hein. Harry Potter, c'est mieux. Bon. Me dit-on, parce que moi, Harry Potter, j'ai passé l'âge. Hein. Même quand c'est apparu, j'étais déjà trop vieux. Bon, alors donc, je finis sur la partie réchauffée du cours, c'est-à-dire le retour sur les années précédentes. Et maintenant, on fait un retour vers le futur. Alors, donc, c'est-à-dire que je reviens sur le sujet très, très brièvement introduit, qui est le sujet futur du cours. Alors, les objectifs que j'ai en tête, l'objectif du cours, je vous le rappelle, et puis je vais être obligé de faire une demi-heure de rappel sur les solutions de viscosité. Juste une demi-heure, parce que sinon tout mon cours va y passer. Donc, les objectifs, c'est de comprendre tout un tas de situations qui présentent des sortes de singularités ou des discontinuités. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, je vais écrire des équations. Un premier exemple, qui est en fait un prototype d'équations que l'on peut récupérer du monstre qui est devenu la théorie des jeux à champ moyen. Donc, je vais faire simple. On va regarder ça en dimension 1. X ux carré. Bien, x ux carré plus u, je laisse un blanc, égale f. Pour x positif. Vous me direz, la belle affaire, c'est une équadif. Ouais. C'est une équation d'Hamilton-Jacobi du premier ordre, dans laquelle l'hamiltonien à ux carré est multiplié par x. X positif ou nul, et en x égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Pas clair. Pourquoi ce n'est pas clair? Parce que d'une certaine manière, si on pense à des solutions de viscosité classiques, ben on ne le voit pas, l'hamiltonien en x égale à 0. On ne le voit pas, ça veut dire que si vous pensez en termes de caractéristiques de contrôle, on n'atteint pas le bord. Donc il n'y a pas besoin de se préoccuper de x égale à 0. Je pourrais définir un autre problème avec un x, éventuellement un problème trivial de l'autre côté, et puis regarder le problème dans Rn tout entier, ça se localise tout seul. Alors ça serait vrai si j'avais la puissance 1 ici, la valeur absolue. Mais comme j'ai le carré et que j'ai x, eh bien, on peut arriver à toucher le bord. Bon, ça, c'est des choses que j'expliquerai plus tard, hein, bien entendu. Et donc, il va falloir se préoccuper de x égale à 0. Et donc, la théorie des solutions de viscosité classiques, elle ne vous dit rien dans cette situation-là. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une dégénérescence qui, normalement, fait qu'on oublie ce qui se passe en ces points-là. Mais pour que la théorie des solutions de viscosité classiques s'applique, et fort heureusement, elle ne s'applique pas, sinon elle serait fausse, d'après ce qu'on verra, eh bien, pour qu'elle s'applique, il faut ici que l'hamiltonien soit au plus affine à l'infini. Et là, il est quadratique. Vous mettrez une puissance 3 ou la puissance 1,1, ça serait pareil. Dès qu'on dépasse la puissance 1, on a des contrôles, si on parle en termes de contrôle optimal, si on parle en termes d'optique géométrique, on a des contrôles qui ne coûtent pas très cher parce que ux carré
parce que le caractère l'hamiltonien ici est plus que quadratique, qui ne coûtent pas très cher et qui sont singuliers pour absorber le fait qu'en x égale à 0, ça vaille 0. On reverra ça par la suite. Donc, il y a vraiment un problème de bord. Alors, bien entendu, si vous compliquez un tout petit peu ceci, c'est même plus une équative très simple. C'est, imaginez que vous rajoutez moins sigma 2 sur 2, x2 uxx. Bon, c'était déjà complet, ça ne relevait pas de la théorie générale des solutions de viscosité, sigma c'est un coefficient. Si vous rajoutez ce terme-là, ça ne va pas s'arranger. Okay. Ceci peut être multidimensionnel. L'aspect multidimensionnel, il peut venir de deux manières, c'est-à-dire qu'il peut venir en se disant j'ai un demi-espace et je regarde x1 gradient u carré. Mais cela peut aussi être un orthon. Auquel cas, vous allez typiquement en dimension 1 parler de x ux carré plus y uy carré, voire de fonctions homogènes de degré 1 qui s'annulent de manière un peu plus compliquée. Même chose. Plus le problème du coin, au point où on en est, le coin, on peut l'oublier. On pourrait se dire, ouais, ok, d'accord. Bon, il y a plein de choses qui ne sont pas connues. Pourquoi on s'intéresse à celle-là? Et c'est toujours le genre de questions qu'il faut se poser. C'est-à-dire que des problèmes, il y en a partout. Des réponses, il y en a moins. Mais donc la question, c'est de choisir le problème. Alors, je veux dire, nous, on est tombé là-dessus parce que c'est assez typique des MFG. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer là-dedans. Puis on est tombé là-dessus quand Jean-Michel nous a pondu, et je dirais dans un instant ce qu'était nous, après pas mal de discussions avec Pierre-Joël Giraud, Jean-Michel Lasserie, nous a pondu un modèle de MFG pour l'industrie minière. Donc, typiquement, minière, c'est en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était les phosphates. Les phosphates étant un problème très intéressant parce que c'est une ressource qui n'est que très partiellement renouvelable et qui, dans 150 ans, aura disparu au rythme auquel nous allons, aura, même avant, aura disparu du globe terrestre. Et puis, je ne sais pas de quoi on mangera, comment on mangera à ce moment-là. Alors donc, il faut savoir aussi que les phosphates, qu'il y a en phosphate l'analogue de l'Arabie Saoudite pour le pétrole, c'est le Maroc, avec les plus grandes réserves mondiales de roches de phosphate. Bon, c'est une richesse absolument colossale en devenir. Il y a des stocks qui sont faits de phosphate. Le problème, c'est qu'il disparaît dans l'eau, on en perd parce qu'il y en a dans nos eaux. Il faudra récupérer tous les cadavres de tout et précieusement conserver le phosphate, etc., etc. Enfin, c'est un peu morbide, mais le point, c'est que donc il y a des réserves. Il y a beaucoup de théories des jeux. Les Indiens n'en ont pas et les paysans indiens consomment évidemment, comme une grande partie de l'économie indienne, c'est de l'agriculture, consomment des quantités de phosphate faramineuses. C'est pour ça qu'il y a en Inde un ministre des phosphates et engrais. C'est spécialisé là-dedans, c'est que ça. Donc c'est lui qui touche les pots de vin. Pardonnez-moi, mais tout ceci est un jeu extrêmement corrompu, avec des enjeux économiques absolument colossaux. Les Chinois ont fait des réserves de phosphate, les Américains, non. Ils dépensent, ils consomment le phosphate, ils ont 10 ans ou 15 ans de phosphate d'avance. Donc, toutes ces industries minières, je pourrais vous parler du nickel, évidemment le pétrole est plus connu. Donc, on se pose des questions sur comprendre quand est-ce que de nouveaux venus dans la compétition vont se mettre à rechercher
des gisements, les exploiter, à quel coût, qu'est-ce que ça produit sur l'ensemble. Donc c'est la théorie des jeux, et effectivement, c'est bien connu que sur des questions de phosphate, et l'établissement de prix est très lié à l'offre, à la demande, bien sûr, mais aussi très lié à des considérations de théorie des jeux. Donc c'était un domaine naturel pour tenter d'appliquer ça. Jean-Michel a pondu un modèle. Yves, ici présent, Hdou, que je surnomme toujours Yvon. Yves, ici présent, nous a immédiatement fait des tonnes de simulations numériques avant même qu'on ait eu le temps de finir d'écrire les équations, qui ont montré que on ne prenait pas en compte un facteur. Et en récupérant des données passablement pourries, d'ailleurs, parce que le problème des données, c'est pas si simple que ça pour des données économiques sur des sujets un peu sensibles. C'est pas toujours aussi simple que ça. Eh bien, on a fité le modèle et qui reproduit assez bien, même plus qu'assez bien, qui reproduit un certain nombre de phénomènes, de flambée des prix, de choses comme ceci, de décrochage. Il y a tout un tas de phénomènes qui sont connus et que l'on retrouve bien avec le modèle. Au passage, dans ce modèle, eh bien, on est tombé sur des équations comme ceci. Et Jean-Michel me dit, écoute, je te donne les équations, il n'y a pas de souci. Et puis après, il revient, je n'ai pas jeté un œil, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, il revient et me dit, mais je ne comprends pas, j'ai des contre-exemples, je trouve la non-unicité de solution. Effectivement, il pensait de manière classique sur les solutions de viscosité, le contrôle optimal, et non, il y a quelque chose à tirer au clair. Donc, je passerai du temps sur ce petit exemple, parce qu'au fond, déjà, si on comprend un exemple, on n'aura pas perdu notre temps. On peut se dire, oui, mais enfin, surtout si on est en dimension 1, pourquoi on ne pose pas y égale racine de x? On fait le changement de variable de sorte que le x ux carré, ça devient uy carré. Ah. Mais ce changement de variable, il est passé 1. D'accord? Et ben ça veut dire que ça pose un problème aux solutions de viscosité. Donc, changement de variable ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, ce sera typique des questions que l'on va aborder. Alors, lorsqu'on en est là, il y a une autre extension beaucoup plus complexe, qui consiste à dire, au fond, si je sais comprendre une équation sur une demi-droite, je sais comprendre une équation sur la demi-droite et une équation à droite et une équation à gauche. Donc, je sais comprendre des équations où j'ai une discontinuité en x égale à 0. Donc, maintenant, sur R tout entier, mais discontinuité en x égale à 0. C'est-à-dire une équation à droite et une équation à gauche. Bon. Pensez de l'optique géométrique, vous avez un indice à gauche, un indice à droite. Ah oui, hein, c'est les lois de Snell-Descartes qui nous disent comment les rayons lumineux sont diffractés à l'interface. Comment ça se traduit tout ça en termes de dp sur les équations d'Hamilton-Jacobi correspondantes? Où typiquement, vous attendez à avoir des choses dans lesquelles vous auriez un A de, on va dire x1 si l'interface est droite, un A de x1 gradient U, avec A qui présente une discontinuité en x égale à 0, c'est-à-dire que A, par exemple, vaut A plus si x1 est positif, et A moins si x1 est négatif. A, c'est l'inverse de l'indice optique. Bon. Comment on gère ça? Théorie des solutions de viscosité ne vous dit rien. Classique. À part qu'il y a quelques années, Bressan et un certain nombre de ses collaborateurs ont inventé des notions passablement complexes qu'ils appellent les solutions de viscosité sous-entendues stratifiées.
ça marche que dans des cas, d'abord, où il y a une interprétation de contrôle optimal, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de terme de dérivée seconde, etc. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Les approches de contrôle optimal, c'est un peu compliqué parce que vous êtes en train de définir un problème de contrôle optimal. Donc ici, vous traversez l'axe x1 égale à 0. Et vous avez une trajectoire qui éventuellement va taper là. Si elle traverse bien, pas de souci. J'embraye sur l'autre problème de contrôle optimal. Mais qu'est-ce qui se passe si elle se met à glisser le long du bord, voire à zigzaguer autour du bord? Donc sur chaque petit bout, il va falloir définir le problème de contrôle optimal à gauche, à droite. On n'est pas tiré d'affaire. Hein. Et tout ça sans bruit. Vous rajoutez du bruit, alors là... Bon. Donc, définir proprement les problèmes de contrôle optimal, comprendre les équations, c'est pas simple. Avec une discontinuité sur une interface, en fait, le premier travail, c'était un travail il y a très longtemps de Dupuy, qui avait essayé de comprendre comment, si on a un problème de contrôle optimal d'un côté et deux problèmes de contrôle optimal de chaque côté d'un hyperplan, et avait d'ailleurs proposé, avait fait un début de théorie tout à fait raisonnable, qui permettait d'obtenir quelques résultats d'existence et d'unicité de solutions convenables d'équations de Milton-Jacobi avec une telle discontinuité. Donc Bresson, et puis là, plus récemment, l'approche de Bresson a été complétée et améliorée par Guy Barle et certains de ses élèves, mais je pense qu'il n'y en a qu'un. Je vous donnerai des références plus précises par la suite. Alors ça, c'est encore un autre type d'extension. Un troisième type d'extension, ça, c'est des questions qui m'ont été posées. Alors, pourquoi Bresson regardait ça? C'était lié à des problèmes d'ordonnancement optimal, de contrôle optimal sur des réseaux, networks. Donc, là encore, il y avait des applications, je dirais, entre guillemets, très concrètes derrière ce genre de situation, d'une nature qui n'a absolument rien à voir avec celle-ci. Un troisième exemple, c'est de se dire, maintenant je prends un demi-plan. Donc je vais définir un problème de contrôle optimal, je n'ai pas le temps de définir l'équation. J'ai un certain problème de contrôle optimal, je peux avoir du bruit. Et en général, il y a du bruit, il y a un mouvement brownien qui flotte. Et quand je touche le bord, j'ai la possibilité de repartir à l'intérieur ou de travailler le long du bord suivant un autre problème de contrôle optimal. Donc il y a un deuxième problème de contrôle optimal en x égale à 0. Avec éventuellement des phénomènes de diffusion ici, des phénomènes de diffusion qui dégénèrent là. Alors ça, cette question spécifique m'a été posée par Benjamin Moll. Dans des tentatives d'aller, des économistes, d'aller au-delà de l'hypothèse idéale et idéalisée d'un agent rationnel et d'aller au-delà d'une fonction d'utilité avec un taux d'actualisation de l'avenir constant, partant du principe qu'on accorde souvent beaucoup plus d'importance, même beaucoup plus d'importance sur l'immédiat que sur le long terme. Et que cela va bien au-delà de simplement travailler sur le taux d'actualisation ou le taux de préférence intertemporelle. Bon, il y a des équations du deuxième ordre partout. Benjamin pose la question, je dis bah oui, c'est simple, il n'y a rien. Parce que toute cette approche qui, a priori, a été faite pour aussi couvrir, parce que vous sentez bien un phénomène de réseau ici, avec une droite, une deuxième droite ici, eh bien, toute cette approche ne marche pas dès qu'il y a des termes de dérivée seconde. Okay. Bon. Un quatrième exemple qui est plus mathématique, c'est vraiment un point singulier.
Donc d'une certaine manière, j'aime bien l'optique géométrique, vous voyez que partout j'ai mis du gradient U. Je continue à mettre du gradient U. Je vais toujours mettre l'inverse de l'indice optique. Supposer que l'inverse de l'indice optique il soit, radial, en un point. Donc on a une certaine singularité, mais à partir de ça, suivant tous les rayons, c'est constant. Ce n'est pas si fou que ça. Comment on gère une équation comme ceci? C'est discontinu. Comment on gère? Bon, voilà quelques exemples de, pas très détaillés, mais d'équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Je n'ai écrit que des termes d'ordre 1, sauf dans l'exemple le plus simple qui est d'ordre 2. Et on a des bouts de théorie qui existent dans la littérature, de belles théories, ce sont des très beaux... toutes ces contributions sont vraiment des contributions de grande classe. Mais on est très loin d'avoir une vision complète du sujet. Je pense que ça ira mieux à la fin du cours, je l'espère, et vous verrez que systématiquement, ce que je serai amené à manipuler, c'est des distances. C'est-à-dire de modifier systématiquement, assez systématiquement, les distances dont on se sert dans les solutions de viscosité et qui sont, en général, pour les solutions de viscosité, simplement la distance euclidienne, la distance de x à y, c'est la valeur absolue de x moins y. Ça sera des distances, variationnelles, comme j'en ai parlé dans mon premier cours. Il servait quand même à quelque chose, mon premier cours, et pas simplement à réchauffer. Et d'ailleurs, en vous disant, mais ces distances variationnelles ne servent à rien lors du premier cours, je dis, enfin, à part que je m'en servirai plus tard. Bon. Je vais vraiment insister sur ce point de vue un peu systématique. Et puis aussi comprendre comment on gère des termes d'ordre 2. Donc il y a pas mal de boulot. Je vais pas du tout essayer de faire la théorie générale, la plus générale possible des équations. Il y aura des gens plus courageux que moi pour le faire. En revanche, je vais me concentrer à chaque fois en prenant un exemple caractéristique et en expliquant, en mettant en place une méthode robuste sur cet exemple. Bien. Au fond, cette distance, si vous voulez simplement dire, penser à l'optique géométrique avec une interface, elle est très naturelle. C'est-à-dire que partout où vous aviez envie de manipuler la valeur absolue de x moins y, que x est d'un côté de l'interface et que y est de l'autre côté de l'interface, c'est quel est le trajet le plus court que je peux prendre, comme si c'était un rayon lumineux qui veuille aller d'un point à l'autre. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut donc dire qu'effectivement, ça sera un bout de droite jusqu'à l'interface, un autre bout de droite avec un décalage en angle qui est ce qu'il faut. Et qui va bien sûr obéir aux lois de Snell-Descartes. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on va mettre en place. Alors maintenant, manipuler de telles fonctions de distance, ce n'est pas compatible avec la théorie des solutions de viscosité, puisque normalement, dans la théorie des solutions de viscosité, comme je vais l'expliquer dans le quart d'heure qui reste, ça manipule des fonctions régulières, des fonctions de test. Donc, c'est pourquoi et comment peut-on s'affranchir d'une partie de la régularité des fonctions de test. Ça va être ça aussi un des sous-thèmes cruciaux. Parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Si on a droit à toutes les fonctions de test, on écrit n'importe quoi. Donc, comment étendre et quand a-t-on le droit d'étendre la classe de fonctions de test? Alors, je comprends que pour ceux qui n'ont jamais vu la théorie des solutions de viscosité, ça ne soit pas lumineux. Ça ne l'est peut-être d'ailleurs même pas pour ceux qui connaissent la théorie des solutions de viscosité. Donc, en gros, voilà où on va. Et donc, l'étape d'après, c'est de vous faire, donc, après ce premier point qui était le point d'objectif de manière un peu vague, un deuxième point qui va être 14 minutes
intensive sur la théorie des solutions de viscosité. Alors, je vais énormément simplifier. Je vais énormément simplifier en d'abord ne gérant jamais les problèmes à l'infini. C'est-à-dire, je serai toujours sur une boîte périodique. Déjà, ça j'ai l'habitude de le faire. Ça élimine tout un tas de considérations techniques sans importance. Et je vais regarder deux types d'équations. Une équation U plus h de x et le gradient U, des deux U, égale à 0. Et puis une équation du sur dt plus h de x gradient U des deux U. Rappel. Je n'aurai pas le temps de faire tous les rappels aujourd'hui. Je vous rassure que je ne vais pas revisiter en un quart d'heure toute la théorie des solutions de viscosité. Je ne vais pas non plus consacrer 18 heures à revisiter la théorie des solutions de viscosité. Donc, ce sera les points les plus saillants. Il est nécessaire néanmoins de préciser, lorsque j'écris ces équations, donc x maintenant c'est dans un ouvert périodique, j'aurais pu mettre une dépendance en T, on s'en moque. Il y aura un peu plus tard des hypothèses de structure sur la dépendance par rapport à x, puisque je vous ai dit que x carré, ça posait un problème. Donc ça apparaîtra plus tard. Mais là, pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que u est une fonction à valeur réelle, que h est une fonction à valeur réelle, que cette fonction dépend de x qui se balade dans Rd, d'un vecteur p à la place duquel j'injecte pour écrire l'équation le gradient de u au point x, qui est un vecteur dans Rd, un point dans Rd, et d de u qui est une matrice symétrique d fois d. Okay. C'est une équation qui est elliptique ou parabolique, si je rajoute le d sur dt, a un sens dégénéré, et ce sens dégénéré signifie simplement que h de x de p et de a est inférieur ou égal à h de x de p et de b, quel que soit x, p, b, a, tel que a soit supérieur ou égal à b. Alors, bien entendu, si H est une équation d'Hamilton-Jacobi du premier ordre, cette inégalité est trivialement satisfaite. Mais si on a une dépendance en les dérivées secondes dans l'équation, bien entendu, cela consiste à dire que, grosso modo, devant les dérivées secondes, il y a quelque part un signe moins. Moins une fonction croissante. Okay. Donc, typiquement, si vous aviez une fonction linéaire, ça correspond bien à écrire une équation de la chaleur. L'équation de la chaleur est un cas particulier pour lequel h de x de p et de a est égal à moins trace de a. Et bien entendu, cette propriété de comparaison a trivialement lieu. Alors, les solutions de viscosité essaient de faire ce que font des solutions classiques. Ce que font des solutions classiques. Solutions classiques pour de telles équations sont des solutions régulières. Elles essaient de le faire sans supposer de régularité sur les solutions. Et la raison pour laquelle il faut absolument s'affranchir de la régularité des solutions, c'est que on sait bien, lorsque on étudie une équation comme ceci, sans D2U, que les solutions ne restent pas régulières pour tout temps, même si elles sont très régulières initialement. C'est le phénomène des chocs, c'est le phénomène des caractéristiques qui se croisent, c'est le phénomène des caustiques en optique géométrique, etc. etc. Donc, des solutions régulières, en général, n'existent pas. Vous pourriez me dire, ouais, mais si on a vraiment un terme en D2U, bah non, pas plus. Si on prend une équation stationnaire et qu'on prend un h de D2U et un truc uniformément elliptique, il y a des exemples, il y a en fait une succession d'exemples, mais maintenant on considère que les exemples
sont stabilisés, des contre-exemples, où d'abord ça a commencé en dimension 3 pour passer en dimension 7, puis 9, puis 18. Mais maintenant, on a vraiment des exemples. Il y a une construction algébrique assez complexe qui montre que si vous prenez quelque chose, un H de D2U uniformément elliptique, eh bien, les solutions, on peut trouver des solutions C11 qui ne sont pas C2. Donc, bah oui, en général, les solutions ne sont pas régulières, il faut faire avec. Donc, il y a toute une construction de... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des régimes de régularité. J'ai quelques années plus tôt expliqué d'ailleurs certains régimes de régularité. Ça veut dire simplement qu'en général, les solutions ne sont pas régulières. OK, alors, en même temps, on a formellement le principe du maximum, ou un principe de maximum, également appelé de principe de comparaison, et je vais le faire pour des fonctions régulières. Donc, je vais le faire pour une équation stationnaire, étant entendu qu'on a, je le citerai, pour une équation style problème de Cauchy. Dans ce cas-là, l'équation, ça a lieu pour tout x. Et là, dans ce cas-là, l'équation a lieu pour tout x. C'est pour les temps positifs ou nuls. Et comme dans une équadif, comme toujours, on prescrit la condition initiale. Alors, le principe du maximum dit simplement que si vous avez des solutions régulières, solution C infini, C2 suffit, et que vous supposez que d'une part, vous avez une inégalité comme ceci pour U et comme cela pour V, donc négatif ou nul pour U et positif ou nul pour V, alors ça entraîne que, et je vais écrire les choses comme ceci, que le max de U moins V est inférieur ou égal à 0. J'aurais pu écrire un second membre ici et mettre le maximum du second membre là. Ouais, au fond, je vais faire ça. Supérieur à Fg. Le max de U moins V est inférieur ou égal au maximum de F moins G. J'introduis deux fonctions auxiliaires. Démonstration de ligne. Vous prenez x0, un point de maximum de U moins V. En un tel point, gradient U est égal à gradient V. Et D2U de x0 est inférieur ou égal à D2V de x0. Bon. En un point de maximum, c'est comme ça, avec une dérivation négative. Maintenant, vous écrivez les deux équations aux deux points. Vous vous servez de l'hypothèse de structure que je viens malheureusement d'effacer. Donc, vous en déduisez donc que G de x0 est par hypothèse inférieure ou égale à V de x0 plus H de x0 gradient V de x0 et D de V de x0. Comme D de U est plus petit que D de V, ça veut dire que le H en D de V est plus petit que le H en D2U. Et le gradient V est égal à gradient U. Donc ceci est inférieur à V de x0 plus H de x0, je remplace les V par U, gradient U de x0, D2U de x0. OK. Et maintenant, j'écris l'autre inégalité qui est vérifiée par U. Et donc, ceci est inférieur à V moins U de x0 plus F de x0. En d'autres termes, U moins V au point x0 est inférieur à F moins G au point x0. Donc, OK, les solutions ne sont peut-être pas régulières, mais quand elles le sont, on a une propriété extrêmement rigide, d'une part, entre les solutions, c'est-à-dire que si vous passez d'une équation F à une équation G, ben ça s'accroît au plus de l'accroissement dans votre équation. Et deuxième information,
pour avoir une telle notion de stabilité, en tout cas dans un sens, puisque c'est juste le max, il n'y a pas de valeur absolue ici, le maximum de U-V, eh bien, cela va un tout petit peu plus loin avec le inférieur ou égal et le supérieur ou égal. En fait, égalité ou inférieur, c'est la même chose à partir du moment où on analyse les F et les G, mais c'est plus clair en le disant explicitement. Bien, alors donc, pas de solution régulière, mais des propriétés qui sont quand même des équations qui sont extrêmement rigides. La définition des solutions de viscosité. Pour le problème de Cauchy, pardonnez-moi, l'analogue, un des analogues possibles de la propriété que je viens d'indiquer, consisterait à dire que le maximum, avec une démonstration qui est à peu près aussi difficile, que le maximum à l'instant t de U moins V, en mettant une inégalité sous solution pour U sur solution pour V, le maximum en X de cette expression est inférieur au maximum en X à l'instant 0, donc U0 moins V0. Ou une autre manière de dire les choses, c'est que le maximum en X, qui est maintenant une fonction du temps, que cette fonction est décroissante en T. Oui. De sorte que toutes les erreurs que vous faites à l'instant 0 ne sont pas amplifiées par la résolution d'équations comme ceci, en norme du sup, à condition, bien sûr, que, ça je l'ai établi, ou je l'ai indiqué, à condition, bien entendu, que l'on ait des solutions régulières. Alors, donc, une fois qu'on a fait cette observation, eh bien, on commence à se dire, je veux définir une inégalité. Donc, une inégalité, c'est, je veux définir une équation, mais en fait, on va définir des inégalités. Et je veux donner un sens à cette inégalité sans supposer de la régularité. Il se trouve que j'aurais besoin, par exemple, de... je vais simplifier, pas prendre des semi-continus et machin chose. Je vais supposer que je m'intéresse à des objets qui sont continus, et ça, c'est raisonnable, parce que si on analyse les différents cas de singularité, eh bien, on a en fait même mieux que continu, mais on n'a pas régulier. Typiquement, dans les problèmes où il y a ces croisements de caractéristiques, on a le plus souvent l'ipsitien, mais on n'a pas C1. Dans les exemples du second ordre auxquels je faisais allusion, on a C1,1, on n'a pas C2. Okay? Donc, l'ipsitien C1,1, c'est certainement beaucoup plus que continu. Mais la continuité est, modulo des petites généralisations avec SCI et CS, c'est quand même un tournant. C'est-à-dire qu'en dessous de quelque chose qui ressemble à la continuité, on ne sait rien faire. Donc c'est une limite en dur de la théorie. Elle n'est pas restrictive, mais elle est là. Alors, évidemment, on manipule les dérivées secondes. Parler d'une inéquation ou d'une inégalité faisant apparaître des dérivées secondes, c'est pas très bien barré. En même temps, on vient de se rendre compte que lorsqu'on se sert du principe du maximum, on a des inégalités qui sont confirmées, voire amplifiées, et elles le sont parce qu'en un point de minimum, lorsque tout est régulier, si un point de maximum de U moins V, lorsque tout est régulier, le gradient vaut le gradient et la dérivée seconde vaut la dérivée seconde. Et pour la sous-solution, c'est exactement ce que j'ai fait il y a un instant. Donc, je dirais que U est sous-solution si on suppose que quelle que soit phi régulière, eh bien, en un point de maximum de U moins phi, en un point de maximum de U moins phi, en un point x0 de maximum de U moins phi, eh bien, on a la propriété suivante. U de x0, je le garde. H, on est au point x0, gradient U, bien sûr, je le remplace par gradient phi.
D2U, on s'attend, il n'existe pas, mais on s'attend à ce qu'il soit inférieur à D2 phi. Et chaque fois que je remplace par quelque chose d'inférieur, je bouge par-dessous. Donc si je mets un D2 phi, l'hypothèse d'ellipticité ou de parabolicité que j'ai faite m'indique que je dois m'attendre à cette inégalité. Donc, cette inégalité serait vraie si on avait une solution régulière et on transforme une propriété attendue par les solutions en définition. Et si vous y réfléchissez 30 secondes, c'est ce qu'on fait toujours en maths. Hein? La définition, c'est transformer une propriété, pensez aux distributions, vous faites des intégrations par partie et vous définissez les objets grâce à ces intégrations par partie, etc. etc. Donc, bon, c'est ce mouvement très naturel. Bien, donc ça c'est la définition d'une sous-solution. Sur-solution, j'aurais fait au moins la définition et puis je m'arrêterai là. Je parlerai de l'unicité en moitié du premier ordre et du deuxième ordre la semaine prochaine. Et puis si j'ai besoin de petits rappels de ci, de là, je les ferai au fur et à mesure. Mais ça, c'est je veux au moins introduire la démonstration d'unicité pour qu'on voit apparaître des distances. Donc ça, c'est sous-solution. Vous remplacez sous-solution par sur-solution. Eh bien, vous remplacez max par min et vous remplacez inférieur ou égal à 0 par positif ou nul. Et attention, comme nous le savons bien, nous tous qui avons baigné dans ces solutions, une solution, entre parenthèses de viscosité, c'est le fait d'être à la fois sous-solution et sur-solution. Donc on écrit en des points éventuellement différents des collections d'inégalités. Mais on n'écrit jamais une égalité. Souvent, on définit l'analyse par le fait que font de l'analyse des gens qui manipulent des inégalités. Les autres mathématiques faisant de la tautologie, c'est-à-dire des égalités. Bon, enfin, tautologie, ça c'est légèrement péjoratif. Donc là, je suis ravi que la définition même, on remplace en égal à 0 par des inférieurs ou égal ou supérieurs ou égal. Quoi qu'il en soit, c'est ça, entre guillemets, la bonne définition. C'est la seule définition absolument générale, parce que dans le cas du premier ordre, on peut donner des définitions parasites qui marchent dans certains cas particuliers si l'hamiltonien est convexe ou des choses comme ça. Mais c'est maintenant clair que c'est la bonne notion pour de telles équations. Bon. Donc ça, c'est pas le souci. En revanche, ce qu'il faudra faire, c'est qu'on a généralisé énormément la notion de solution. On est passé de solution régulière à une solution continue. Donc on peut imaginer que l'existence en soit rendue plus facile. Hein, si on a une information beaucoup plus souple, on peut imaginer que trouver quelque chose qui vérifie ces informations soit plus simple. Effectivement, l'existence, ça ne pose pas trop de problèmes, je n'en parlerai pas. En revanche, si on collectionne les propriétés, l'unicité comme ceci, si on a d'une certaine manière affaibli la notion de solution, j'ai démontré l'unicité de solution régulière puisque, j'aurais dû le dire avant, mais le max de U-V inférieur au max de F-G, ça entraîne l'unicité. Si vous avez deux solutions de l'équation avec f est égal à g, vous avez que maximum de U-V est négatif ou nul. Et comme vous pouvez changer le rôle de U et V si ce sont des solutions, bien à ce moment-là, vous en déduisez donc que U est égal à V. Donc cette propriété de comparaison entraîne l'unicité, on le verra par la suite. Donc l'unicité, on l'a pour les solutions régulières. On a beaucoup généralisé les solutions. Est-ce qu'on n'a pas attrapé des choses qui font que l'unicité n'est plus vraie? Si on affaiblit une notion de solution, on peut mettre en péril l'unicité des solutions.
Donc, on verra la semaine prochaine que, bien sûr, non, on a l'unicité et on a plus généralement un principe de comparaison. Ceci fera apparaître dans la démonstration la distance euclidienne, et c'est à partir de là que j'embrayerai le cours. Et je vous expliquerai rapidement pourquoi ça marche dans le cas du deuxième ordre, ce qui est plus subtil. Donc, c'est ce que l'on va faire. Donc, désolé pour les gens qui connaissent les solutions de viscosité, mais je vais vraiment faire le minimum. L'objet des cours au Collège de France, ce n'est pas de refaire des cours sur des théories qui ont été inventées il y a une éternité. Maintenant, ça fait très, très longtemps. Donc, sur ce, le séminaire dans 10 minutes.